pourquoi est-ce que l'audio monte, hein, on se l'est dit, la fatigue visuelle, mais aussi le pouvoir de l'émotion. C'est pas nouveau, mais ça se retrouve, plus la vie se digitalise quelque part, plus on a besoin en fait de retrouver un lien plus intime, une continuité de lien entre nous et je dirais les marques avec leurs partenaires, clients. Et en fait, ce lien se tisse très bien à travers l'audio, qui est aujourd'hui plus spécifique en quelque sorte que la vidéo. Le futur sera audio. 22% des marques lancent des identités sonores pour la toute première fois en 2021. 32% des 18-64 ans utilisent déjà la recherche vocale. Plus 300% de clics sur une news comportant un audio, une vidéo. Dans le luxe, les podcasts s'installent. Je suis profondément émue et honorée d'inaugurer aujourd'hui les rendez-vous littéraires rue Cambon. Des conversations. Un besoin de storytelling. Dior Untold. Christian Dior brought magic and elegance to women all over the world. Les podcasts, porte-voix de la société. Pregiativo perché poi in verità questo mondo esiste, c'è. Le besoin d'identité sonore bondit. Les voix de synthèse s'invitent dans la Fashion Week. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Jusqu'à l'immersion dans le métaverse. Dans Decentraland, DJ Aisikoff invité à mixer dans la Metaverse Fashion Week. Le luxe entre dans la révolution. Aujourd'hui, on a décidé évidemment de consacrer ce webinaire plus spécifiquement au luxe et à la fashion et leur rapport avec l'audio. Et on va bien sûr se pencher sur identité sonore, univers sonore, sonic branding autour des marques et du luxe et comment est-ce qu'en fait ces marques travaillent cet univers. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Christophe Corré, qui est donc Music Creative Director de Publicis France. On a décidé en fait aujourd'hui finalement de parler de l'identité sonore des marques et notamment à travers en fait, l'univers publicitaire et l'univers sonore des publicités des marques. C'est un sujet que tu connais extrêmement bien, avec lequel tu travailles depuis des années. Et en fait, c'est super intéressant de voir que finalement, je dirais qu'il y a ces deux axes que tu as relevés, qui est finalement l'ADN des marques de luxe d'un point de vue sonore, c'est puissance et innovation. Alors, puissance, raconte-nous un peu ce que tu veux dire par là, finalement, dans leur choix d'univers sonore, comment ça se manifeste? En fait, puissance, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la musique, tu viens de l'évoquer, participe à l'identité des marques, donc c'est un facteur hyper important. Et c'est vrai que puissance, parce que les leaders, globalement, il y a une tendance forte. Les leaders aujourd'hui du marché du luxe à l'international veulent aussi asseoir leur position à travers les musiques. Les musiques, elles peuvent synchroniser sur leur campagne publicitaire. Donc, c'est vrai que dans la plupart des cas, les marques vont utiliser des gros standards français internationaux qui parlent à la plupart des gens qui sont plutôt transgénérationnels. Et c'est vrai que c'est une manière pour eux d'asseoir leur position dominante et parce que c'est finalement des marques qui aujourd'hui peuvent utiliser des standards. Ça reste encore quand même un club un peu select, dans la mesure où il y a des questions de droit. Sur des campagnes internationales, il faut quand même avoir un certain budget potentiel pour pouvoir se payer ce genre de titre. Donc, d'une part, c'est une façon d'asseoir sa position et puis aussi d'afficher une identité forte à travers la musique. Justement, là, en fait, dans les choix finalement des marques sur l'univers sonore, il y avait un peu tu disais, c'est très important, elles choisissent des artistes qui leur correspondent, des artistes qui vont incarner leurs valeurs. Et je dirais là-dedans, il y a aussi, est-ce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ce qu'on voyait, c'est finalement une marque forte avec un artiste fort. Est-ce que ça, c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire avec aussi des choix qui sont des choix plus étonnants, des nouveaux univers sonores autour des marques de luxe?
Oui, alors on vient de le dire, la majorité, ça reste quand même l'utilisation de gros blockbusters, que ce soit dans leur version originale, des gros standards, des Bowie, des Hendrix, des Sia, des Rihanna, voilà, ça c'est la tendance générale. Et puis après, il y a des choix quand même un peu plus audacieux. Alors, soit c'est sur certaines campagnes, des marques qui ont décidé sur certaines campagnes d'avoir un choix plus audacieux, un artiste un peu plus, ce qu'on appelle dans l'air du temps, un peu plus découvert, des The Weeknd, des Aaron. Soit c'est, c'est une manière, on va dire, oui, de se différencier en fait. Donc chacune le fait à sa manière. Il y a des choix aussi en fait qui sont très contextuelles, c'est-à-dire que peut-être qu'une musique à un instant T, elle sera considérée comme un gros standard déjà. Pour autant, tout dépend de la façon dont à quel moment on l'utilise. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à titre d'exemple, il y a des artistes qui refusent encore ou qui ont beaucoup de mal avec la publicité. Et il y a une artiste, par exemple, Björk, qui était connue pour avoir des réticences dans les associations potentielles qu'elle faisait avec les marques de manière plus générale. Et il s'est avéré que Mugler l'a contacté sur une campagne assez récemment, cette année. Et au final, elle a changé d'avis et elle a accepté, on va dire, que sa musique soit associée à cette campagne. Alors en soi, l'artiste, il est déjà hyper connu, c'est pas tant ça qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est l'adéquation entre l'artiste et la marque. C'est-à-dire que l'artiste n'aurait jamais accepté de s'associer à une marque. La preuve, c'est ce qu'elle se refusait toujours. Mais là, elle y a trouvé, on va dire, des valeurs qui correspondaient avec l'univers visuel, l'univers de l'artiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a accepté de s'associer. Donc, en fait, c'est vrai que c'est à chaque fois des choix qui peuvent être des choix audacieux dans le niveau de notoriété de l'artiste, mais en même temps, ça peut être aussi la façon dont on va approcher les artistes et s'assurer que l'univers de la marque est en parfaite adéquation avec l'univers de l'artiste. Alors, c'est intéressant parce qu'on a en fait évidemment des chiffres sur. Quand on parle d'identité sonore, c'est hyper important. Il y a bien sûr l'association artistique. Quelque part, c'est très ancien. Les marques se sont associées, notamment le luxe, la mode, se sont associées avec des univers artistiques, le jazz. Enfin, de tout temps, on a associé des formes de création des différents arts. Mais aujourd'hui, en fait, on le voit, 80% des internautes parlent de brand préférence, c'est-à-dire ont un avis positif sur une marque qui s'associe à une musique et à une identité sonore qu'ils aiment. Donc, c'est extrêmement important, en fait, cet univers sonore sur la préférence de marque. Et puis, il y a un autre point, évidemment, aussi super important, c'est la mémorisation. C'est-à-dire que finalement, on mémorise mieux un message, une marque qui a en fait une identité sonore qui nous plaît. C'est-à-dire finalement l'association entre une musique, une identité et un message, c'est extrêmement bien. Donc sur l'identité sonore, en fait, ce qu'on relève le plus, c'est donc la brand préférence et ce qu'on appelle en anglais le brand recall, la mémorisation. Elle est, je lis ici, 4,75 fois plus élevée en audio que dans tous les autres supports. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et alors, quand tu disais, bon, il y a finalement des choix, à un moment donné, c'est un artiste qui correspond avec une marque, des valeurs. Et puis, il y a eu, en fait, récemment, là, on en parlait quand on préparait ensemble, il y a eu quand même, en fait, du nouveau, et notamment sur le fait que le luxe est aussi capable d'aller innover en allant chercher, finalement, aujourd'hui, du hip-hop, du rap, des artistes, en fait, des street artistes, et je ne sais pas si c'est encore juste de les appeler des street artistes, mais qu'on considère encore comme ça, et notamment dans la foulée de Virgil Abloh. Oui, alors ça c'est un point important, c'est-à-dire que les marques de luxe sont des dénicheurs de talent. En tout cas, elles essayent de repérer les nouvelles tendances. C'est avéré que le hip-hop est maintenant arrivé dans sa maturité, dans le sens où on est finalement, pour moi, le hip-hop a remplacé ce qu'on appelait couramment la pop culture. Donc c'est une culture mondiale, ça dépasse le simple courant musical. Et les marques de luxe, dans leur volonté d'innovation, se sont dit que c'était intéressant de se rapprocher de cet univers-là. Elles l'ont fait pour plusieurs raisons, déjà dans cette volonté d'aller dénicher des talents. Elles se sont dit aussi que c'était intéressant d'amener la culture streetwear
dans l'univers de luxe et de la coupler avec l'univers de luxe. Et donc, il y a eu pas mal d'associations qui ont été faites dans ce sens-là. Oui, clairement, Virgil Abloh, pour moi, il y a un avant et après Virgil Abloh. Virgil Abloh, c'est pour moi celui donc, qui a été le patron de Vuitton. C'est celui qui a démocratisé le plus, on va dire, cette culture-là. Et donc, il y a clairement un avant et un après. Et alors, il y a eu plein d'associations. Enfin, je veux dire, ça peut être des partenariats d'artistes qui ont été faits avec certaines marques. Ça peut être des synchronisations. Et puis, on est encore finalement sur un marché qui est à la fois assez... Enfin, les associations sont nombreuses dans l'univers du luxe, mais il y a encore des efforts à faire sur des associations de ce genre d'artistes avec d'autres marques qui sont en dehors de l'univers du luxe. Enfin, des exemples, en tout cas, il y en a pas mal. Des A$AP Rocky qui ont pu être égérie pour Dior, Travis Scott avec Supreme. Les exemples sont nombreux, on va dire, de ce côté-là, mais c'est une tendance qui est quand même assez intéressante aujourd'hui. La façon dont finalement, à un moment donné, alors on en parlait là, mais le hip-hop, le rap, qui est aujourd'hui une culture, enfin musicalement, qui truste tout le haut des charts, qui est une culture très importante et finalement pas encore complètement appropriée par les marques, si ce n'est le luxe finalement qui s'est lancé dans ces associations. Alors ça fait un peu quelque part une transition avec comment est-ce que finalement le luxe choisit son univers. Donc là, on parlait finalement plutôt de l'univers publicitaire, mais il y a en fait aussi tout l'univers événementiel, les fashion week, les magasins, les événements. Et là, en fait, les grandes marques de luxe demandent à des compositeurs d'intervenir. Et donc, ça va me conduire à Nano de Clausel. Et je veux bien, Nano, que vous apparaissiez à l'écran. Merci Nano d'être avec nous. Bonjour à tous, à toutes. Très très heureux de vous recevoir. Donc, vous êtes cofondeur de Mode F. C'est un duo d'illustrateurs sonores, compositeurs, producteurs, DJ spécialisés. On vous entend dans les Fashion Week, Milan, Londres, New York, Paris, les soirées événementielles. Et depuis 2002, vous êtes régulièrement sollicité par les plus grands couturiers à travers le monde. À la base, mon métier, c'est le suivant. On va voir un créateur pour une collection. L'idée, c'est qu'il va nous expliquer d'où vient l'inspiration de sa collection. Il va nous montrer son mood board, parfois la collection. Et ensuite, les mots-clés qu'il va nous évoquer. Où est-ce que ça va se passer? Le maquillage, la coiffure. Quel style, avec qui il va être entouré pour désigner les looks. Enfin, il y a tout cet univers-là est très important pour nous, pour comprendre où est-ce que le créateur veut aller musicalement parlant. Et à nous, derrière, à l'aide de titres existants, de traduire l'émotion qu'il veut faire passer sur sa collection. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Je fais ça depuis 2002 et c'est très intéressant parce que on doit traduire en musique un univers qui va durer entre 7 et 17 minutes. C'est parfois 2 mois de travail. En fait, l'évolution de ce métier-là a été assez fulgurante depuis le Covid. Pourquoi? Parce que les marques ne pouvant plus défiler en présentiel, ils se sont retournés vers la vidéo. Et c'est posé le problème du droit des morceaux existants. Il a fallu pallier à ça, c'est-à-dire que quand vous avez un support vidéo sans musique, c'est très difficile de faire passer une émotion, puisque la musique est là pour l'émotion. Et donc, il a fallu trouver 2 solutions. La première solution, c'était de trouver des titres dits libres de droit, qui ne sont pas libres de droit, mais pour simplifier le débat, j'emploierai ce terme-là. Et d'autre part, on a commencé à énormément composer. En fait, mon métier, de par les événements, c'est beaucoup transformé. On est passé d'un métier où on prenait des titres existants qu'on remodelait, rééditait pour l'adapter à un spectacle vivant, qui est le défilé, à illustrer une vidéo en fait.
Voilà. Donc ça a été vraiment une révolution. Il a fallu se réinventer dans mon métier qui est quand même qui existe depuis Thierry Mugler, qui a, lui, transformé ces défilés en vrai spectacle. C'est le point de départ de mon métier, c'est ça, en fait. Il y a une part très importante, c'est l'élément narratif de la musique. En fait, il faut faire passer énormément d'émotions, énormément de messages en très très peu de temps. C'est quand même 6 mois de travail que vous exposez en 7 minutes, enfin en quelques minutes. Il faut vraiment faire attention au style musical, à qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message. Et surtout, ben, je me répète un peu, mais c'est surtout l'émotion qui doit être là. On ne peut pas se permettre de passer une musique où rien ne se passe émotionnellement parlant. Sinon, ça veut dire qu'on a raté, on a raté quelque chose, quoi. Voilà. Et alors, quand vous disiez, effectivement, il y a des enjeux énormes autour de réussir cet accompagnement émotionnel. Et finalement, là, dans les compositions, vous avez donc de plus en plus de demandes de composition originale. Il y a une question en fait aussi autour des droits, c'est-à-dire que de ce qu'on en comprend, autrefois, on demandait surtout des compositions pour les défilés, les Fashion Week, mais aujourd'hui, tout l'univers de la marque devient une composition originale avec des déclinaisons. En fait, voilà, historiquement parlant, avant, les marques se permettaient, alors qu'ils n'avaient pas le droit, de mettre la bande-son originale du défilé sur Internet. C'est-à-dire, il y avait YouTube, Facebook est arrivé un peu plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que les majors américaines ont dit, écoutez, vous faites de l'argent sur nos artistes, ça, on ne peut plus l'accepter. Donc, on vous demande de censurer et de nous prévenir chaque fois qu'un titre qui nous appartient est utilisé. Ça a un peu secoué le milieu de la mode parce qu'ils avaient l'habitude, même les grandes maisons, de mettre en ligne leur défilé avec la vidéo et la musique du défilé. Et on a commencé à avoir des appels de nos clients, des maisons avec qui on travaille, en nous expliquant, voilà, la musique a été coupée, qu'est-ce qui se passe, etc. Ou alors, pire, c'était carrément une lettre d'avocat des ayants droit qui était envoyée à la maison en question, qui a diffusé la musique et expliquant qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le titre et que demander des dommages et intérêts. Aujourd'hui, on a de nouveau, Dieu merci, des défilés. Et maintenant, on double le travail, c'est-à-dire qu'on crée à la fois la bande-son du défilé pour le jour de l'événement et une autre bande-son, ou alors c'est une composition ou bien une création à l'aide de titres libres de droit qui va être, elle, mise sur la vidéo et diffusée sur Internet. Donc il y a une prise de conscience de la part des maisons que la musique, maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, c'est assez récent et du coup, ça a entraîné d'ailleurs pas mal de marques à se dire, bon, finalement, il va falloir avoir nos compositions propres et nos déclinaisons pour avoir les droits qui soient. La question des droits, on parle d'émotion, bien sûr, on est dans l'artistique, mais la question des droits est une question très importante, notamment pour les marques, bien sûr. Donc, en fait, il y a une incitation à avoir maintenant de la composition propre parce que la gestion des droits est très compliquée et puis elle est chère, en fait, quand on n'a pas les droits. Et du coup, même dans cet univers de composition propre, on voit que ça s'étend à d'autres domaines. On parlait aussi, évidemment, des événements, mais tous les lieux, les restaurants, les hôtels. Est-ce que vous composez également pour, en fait, le luxe, je dirais, au sens large, Nano? Oui, alors là, on parlait à l'instant de la transformation que les maisons ont dû avoir lorsqu'il y a eu le Covid où il ne pouvait pas y avoir de défilé. Dites-vous que les marques de luxe, montres, parfums, etc., ont dû s'adapter aussi. Et on a donc fait de la composition pour des marques qui voulaient présenter de nouveaux produits, qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre le post-Covid, 24 mois ou plus. Et donc, ils ont sorti des produits qui étaient là aussi directement sur Internet. Donc, il a fallu aussi composer, alors que d'habitude, on prend des titres existants et on les remanie pour
faire un reveal de produit sur un événement. Donc là aussi, le métier a été complètement chamboulé, complètement transformé. Et l'approche artistique aussi. Faire une composition, c'est de partir de zéro. Alors que quand vous présentez des titres existants à un client, il sait à peu près où il va. Voilà, donc ça a été vraiment une approche assez nouvelle, et pour nous, mais aussi pour les maisons de luxe en général. Lorsque vous essayez de mettre de la musique sur une collection, c'est un peu, on se rapproche plus de l'illustration d'un film ou d'un court-métrage. On est là pour prendre les gens par la main et les emmener dans une émotion, ou plusieurs émotions, dans un temps très très court. Et c'est un exercice qui est à la fois très excitant, mais qui est assez compliqué en fait. Parce qu'il faut jamais... La musique rythme le défilé, parce qu'un défilé, c'est ou des femmes, des hommes qui font des allers-retours avec des tenues différentes. Mais nous, on est là pour ce que les gens qui sont présents sur l'événement restent focus et ne commencent pas à s'éparpiller, à commencer à taper sur leur portable ou à bavarder avec le voisin. Et c'est ça la complexité de mon métier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on excite tout le temps l'émotion pour que les gens restent concentrés sur la collection ou pourquoi ils sont là ou sur le produit à présenter. C'est effectivement un art. Aujourd'hui, on se rend compte que l'attention est quelque chose de rare, de précieux, et on doit créer les conditions de l'attention, finalement créer une forme de réceptivité d'attention. C'est en soi une prouesse et une nécessité, si je le ramène aujourd'hui à ce qu'on est en train d'explorer dans ce webinaire, et une nécessité aussi pour les marques qui est comment est-ce qu'elles créent cette ouverture, cette disponibilité, cette attention et cette émotion en fait entre elles et leurs clients ou futurs clients. Donc, c'est effectivement tout un point important. Une dernière question là pour vous deux, Christophe et Nano. On parle aujourd'hui là de... Alors vous, Christophe, vous êtes Christophe dans un certain genre, et Nano, vous êtes des compositeurs, vous choisissez un univers, c'est votre métier, c'est votre expertise. On parle aujourd'hui en fait de capacité à rendre ça reproductible, à qualifier les émotions à travers des machines, de l'intelligence artificielle, la capacité à les définir un univers émotionnel par intelligence artificielle interposée. Comment est-ce que vous voyez ça? On en avait discuté, Christophe, l'intelligence artificielle pour choisir un panorama émotionnel en termes de musique, de son. Alors, l'intelligence artificielle, je peux vous en parler parce qu'effectivement, moi, je m'y suis intéressé pour essayer de comprendre aujourd'hui comment elle pouvait aider la création musicale. Et je me suis rapproché de gens qui sont des spécialistes en la matière. C'est hyper intéressant parce que comme toute révolution technologique, en fait, l'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer l'homme. Ce n'est pas la machine qui va remplacer l'homme. Mais par contre, l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de faire des choses que certainement on ne pouvait pas faire auparavant, ou alors qu'on ne pouvait pas faire aussi vite. Donc moi, j'ai discuté par exemple avec des artistes qui m'ont expliqué qu'ils se servaient de l'intelligence artificielle pour créer certaines œuvres. Et donc l'intelligence artificielle, elle n'est là que pour apporter un bénéfice, on va dire, j'allais dire productivité, c'est pas le bon terme, mais en tout cas un bénéfice pour faire peut-être mieux, enfin différemment et plus vite. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, je le répète, je ne crois pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle, pour les raisons qu'on évoque là, on parle beaucoup d'émotion depuis tout à l'heure, hein. C'est important pour moi. Moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que l'émotion, évidemment, c'est un facteur clé par rapport à la musique. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle ne va pas remplacer l'émotion humaine, mais elle sera certainement d'une aide précieuse pour, à l'avenir, pour la création musicale. On est encore aux prémices seulement aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, elle ne remplacera pas, c'est sûr. Je ne crois pas aujourd'hui qu'une œuvre musicale qui est créée toute pièce par l'intelligence artificielle aura la même valeur émotionnelle qu'une œuvre créée par un humain. Dans le rapport de l'audio, de la mode et des marques de luxe à l'audio, il y a évidemment la création, l'événementiel, la publicité, et puis il y a le récit. Donc là, en fait, ces derniers
je vous remercie beaucoup, Christophe et Nano, et restez avec nous parce que n'hésitez pas à intervenir. Et Christophe, on reparlera d'une partie sur les voix de synthèse et les avatars dont on a discuté ensemble dans cette deuxième partie. Alors, je vais introduire en fait la prochaine partie qui est finalement comment est-ce qu'on se raconte. On se raconte à travers la musique pour les marques, mais on se raconte aussi à travers des paroles, on se raconte évidemment à travers les podcasts et on va en discuter longuement, et on se raconte aussi à travers aujourd'hui une forme d'avatar qui incarne les marques et notamment des voix de synthèse. Vous savez que chez ETX, c'est un sujet qu'on a énormément développé puisque nous-mêmes, en fait, on travaille ces univers sonores à partir de Voxa qui viennent assumer la lecture, en fait, des informations sur une marque, des articles, etc. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça commence, ça avance aussi dans l'univers du luxe. On a avec nous Nawal Hadrami de Calliope. Alors Nawal, en fait, donc, tu as co-créé le studio qui est dédié en fait au podcast de marque qui s'appelle Calliope. Exactement, tout à fait. Et alors, notamment dans ce studio qui vraiment est dédié uniquement au podcast de marque, vous avez notamment réalisé tous les podcasts de Dior. Mais on pourrait considérer que ça a été la phase 1 en fait, des podcasts des maisons de luxe. Et finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait au départ? Eh bien, elles ont pris le temps de se raconter. C'est exactement ça. En fait, elles ont trouvé dans le podcast, que ce soit Dior et tu as raison de le préciser, d'autres marques, elles ont préempté le podcast parce qu'elles ont enfin trouvé un médium sur lequel elles prennent le temps de se raconter, où on a des formats créatifs qui sont très variés. Nous, on a commencé avec la maison Dior sur des talks, donc les Dior Talks, sur lesquels on a travaillé avec la directrice artistique de la maison, Maria Grazia Curie, avec laquelle on a fait le tour globalement des artistes qui ont collaboré avec la marque. Donc, Maria Grazia Curie travaille exclusivement avec des femmes sur ces podcasts-là. Et donc, une journaliste mode externe à la maison Dior vient rencontrer ces artistes pour échanger, pour comprendre d'où elles viennent, pour comprendre leur travail et enfin pour comprendre le lien qu'elles ont eu avec la maison. Et puis, de ces talks en ont découlé plein d'autres formats. Donc, on a les Dior Stories qui sont, comme on le voyait dans la vidéo, qui sont globalement une façon pour la marque de se raconter sur des formats plus courts. On est sur du 10 minutes. Et là, c'est de la voix off, c'est du sound design, c'est l'habillage pour permettre aux auditeurs de vivre une expérience audio immersive. Et ensuite, on a découlé d'autres formats. Typiquement, on a créé des contes pour enfants. Donc là, c'est encore une troisième forme pour la marque de se raconter. Et là, on se rend compte qu'avec la maturité, donc ça fait 3 ans que l'on collabore avec la marque, on se rend bien compte qu'une fois que le médium est maîtrisé, que la marque monte en maturité, en fait, on a envie d'aller explorer plein d'autres expériences audio. Quand on en discutait, au départ, finalement, on peut généraliser un peu, vous les connaissez sûrement, mais tous les podcasts des marques de luxe, en fait, il y avait deux formes. Soit elle créait le podcast qui les racontait, elle, soit elle devenait sponsor quelque part d'un podcast existant et qui correspondait à un univers de valeurs qui les... Dans les podcasts où les marques la plupart, elles ont commencé en fait, par se raconter elles-mêmes. Et puis, avec finalement une sorte de logique de récit intime et d'expérimentation. Aujourd'hui, là, quand on réalise en fait que bon, ça a commencé en fait il y a 2 ans, on va dire. Aujourd'hui, on est presque dans la phase 2 en fait de ces podcasts de marque, c'est-à-dire que là, quand on disait finalement au départ, il y a eu surtout une question d'image, et maintenant, je dirais qu'on entre aussi un peu dans une question d'impact, d'audience, de démultiplication en fait des formats. Est-ce que tu veux nous détailler ça? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on a la première partie qui est du brand content pur. Ce qui est intéressant avec les marques de luxe et plein d'autres marques vont se reconnaître aussi là-dedans, c'est la possibilité d'avoir plein de canaux derrière pour diffuser le message qui a été créé. Typiquement, les podcasts aujourd'hui sur la maison Dior, vous allez les retrouver sur du Instagram au format vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de l'audio pour ensuite, derrière, aller mettre de l'image et aller mettre de l'amplification grâce aux réseaux sociaux. Ce qui est aussi intéressant, et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a un enjeu de performance, d'audience, aller capter la bonne cible. Et pour ça, on va aller chercher d'autres formes, notamment par du média, c'est-à-dire qu'au lieu de créer
en parallèle de créer du brand content, elles vont également aller sponsoriser, médiatiser des podcasts qui sont déjà très installés, où c'est le principe d'influence marketing, c'est-à-dire que je vais aller sponsoriser, je vais aller financer un programme qui capte une audience qui est un peu différente de la mienne, une audience qui ne serait pas forcément venue écouter le podcast de Dior, et du coup, je vais aller la capter sous un format qui va être plus court, plus dynamique, plus catchy, mais qui va plutôt être sur une partie médiatisation. Donc, en fait, on joue entre la partie brand content, je prends le temps de me raconter moi-même, si vous êtes intéressé par ma marque, venez découvrir mon univers, et en parallèle, je vais aller chercher l'audience incrémentale à l'extérieur par les réseaux sociaux ou par d'autres podcasts qui existeraient déjà. Et alors, finalement, là, il y avait un peu sur toute la question autour de l'audio, c'est qu'il y a toujours eu, enfin, il y a un appétit pour l'audio. Par contre, il y a aujourd'hui une question propre à l'audio qui est la découvrabilité. Comment est-ce qu'on découvre les contenus audio? Donc, comment est-ce que ça évolue, là, cette question et cette difficulté, d'ailleurs, de la découvrabilité? Eh bien, en fait, on se rend compte que le podcast va vivre les mêmes choses que d'autres formats l'ont fait au préalable. C'est-à-dire que, comme je disais, on va aller chercher l'audience là où elle est. Aujourd'hui, les podcasts, effectivement, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est pas parce que vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts que vous êtes visible. C'était peut-être un peu plus le cas il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, le nombre de podcasts disponibles est tel que le Spotify, c'est très compliqué, surtout pour des podcasts de marque, d'émerger. Donc, on va aller se rabattre, on va faire du cross-canal. Donc, on va aller se rabattre là où l'audience est disponible, c'est-à-dire notamment sur les réseaux sociaux, puisque ça fait des années, 10 ans que les marques travaillent leur communauté, travaillent leur audience. Donc, l'idée, c'est de captiver sur cette première audience. Et la découvrabilité va passer par les réseaux sociaux. En revanche, les réseaux sociaux ne sont pas encore prévus pour l'audio. Ce qui fait que ça va demander aux marques de venir créer des nouveaux objets sonores, visuels, pour venir faire la promotion de leur podcast. Et là, on va avoir du titre. Par exemple, si demain, on veut faire la promotion sur TikTok, on va être sur de la vidéo. Sur Instagram également, on va créer des stories. On va être présent aussi sur YouTube, qui est un des canaux les plus puissants aujourd'hui, malgré tout, pour écouter des podcasts. On va utiliser aussi les médias, les éditeurs de contenu, par exemple, sur la presse. On va aller chercher l'audience qui est disponible sur la presse. On va venir implémenter les players audio sur des articles, sur un écosystème qui est similaire à notre audience. On va venir intégrer le player qui va permettre de faire écouter le podcast, de faire découvrir le podcast sur un écosystème qui est déjà en place. Et ça nous permet aussi de sortir de cette veine 100% application de podcast qui n'est plus la seule solution aujourd'hui pour partager et faire en sorte d'avoir une audience qui est beaucoup plus forte sur les contenus. Donc, les médias, en fait, deviennent évidemment des lieux de découverte des podcasts, finalement. Complètement. Les éditeurs de sites avec des très fortes audiences, qui sont très ciblés, qui ont des capacités d'avoir de la donnée comportementale et de qualité, va être un support. Nous, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup à partir notamment de cette année et les années suivantes, sur vraiment capitaliser sur ces audiences très qualitatives pour venir faire découvrir le podcast en fonction de l'audience que l'on souhaite cibler. Et les médias ont énormément d'avance puisqu'ils ont la data, ils ont cette capacité à afficher du contenu en fonction de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un levier qui, pour nous, va être très fort pour cette découvrabilité. Donc, en fait, là, ce qu'on comprend, parce que ça a été, au départ, vous savez, sur les plateformes, on ne peut pas, quelque part, promotionner son podcast. Tout à fait. Donc, finalement, tout le monde travaillait au fait de faire remarquer son podcast, etc. Aujourd'hui, pour l'adresser vers les bonnes cibles, le pousser, en fait, quelque part vers les bonnes cibles, le rendre découvrable aussi au hasard d'une flânerie sur l'Internet, en fait, à travers les médias, on arrive déjà à pousser un contenu aux bonnes personnes et puis aussi à le rendre beaucoup plus visible un peu partout dans un parcours de vie où on lit, on parcourt des sites, etc. Et du coup, on peut découvrir un podcast au-delà du fait d'une plateforme d'écoute de podcast. Intéressant. Alors, sur le trans-expérience, c'est-à-dire que finalement, ce que tu décris, Nawal, c'est qu'on peut partir de l'audio et l'audio peut être le média, ce que nous, on appelle audio first. De la même manière qu'à un moment donné, on a connu le digital first. Dans les rédactions, ça a été un peu une révolution. On était sur le print, puis on est passé sur le digital first dans la temporalité des médias. On créait d'abord du digital plus réactif et on faisait du republishing dans le print. Aujourd'hui, en fait, on est donc dans de la création audio first. Mais ça consiste en quoi, en fait, l'audio first? Ça consiste à créer son contenu
par l'expérience et par ce qu'on va vraiment raconter. Donc, ça va c'est par la voix, par la musique, par l'immersion et l'expérience audio. On va créer ce contenu, on va l'écrire. Mais tu as tout à fait raison, c'est comme quand on a créé des sites mobile first, c'est-à-dire qu'ils sont pensés pour que en imaginant la personne dans sa voiture, en imaginant la personne en faisant son jogging, la vaisselle, sous la douche. Donc, on sait que les personnes ne vont pas être focus avec un écran. Donc, on va écrire l'histoire, on va faire un fil conducteur spécifiquement en imaginant la personne dans une activité tierce. Une fois que ce mode, entre guillemets, est activé, on va venir dérouler son contenu, on va venir créer l'expérience audio qui va bien, la musique, l'ambiance, le sound design, etc. Et ensuite, une fois que ce produit-là est produit, c'est là on va venir rajouter des touches digitales. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter de l'illustration en images, on va venir rajouter du texte, on va venir rajouter, mais tout ça en complément de l'audio. Donc, ça veut vraiment dire que l'audio vive seul. Ça, c'est le principe de base. Et ensuite, je viens enrichir mon contenu. Donc, c'est vraiment le processus inverse par l'image, par du texte, par des sous-titres, pour venir, par exemple, le rendre disponible à l'international. Mais ça va vraiment être un complément et non plus l'image qui va être le principe de base et ensuite de l'audio qui vient simplement habiller de l'image. On va entamer la troisième partie qui est, OK, l'univers musical émotionnel. Podcast, comment on se raconte et comment l'audio first, en fait, du podcast, on arrive déjà à mieux le promotionner, le faire découvrir. Et puis finalement, la voix devient le média qui nous tient. Et là-dessus, on sait qu'en fait, l'attention reste sur la voix, mais qu'il y a du support image qui permet en fait d'aller sur d'autres aussi supports que la plateforme de podcast, qui peut être évidemment les réseaux sociaux, par exemple. Mais on va aussi aller un cran plus loin pour parler évidemment du métavers. Alors, beaucoup disent le métaverse. Les puristes, et il y en a parmi nous aujourd'hui qui suivent ce webinaire et qui m'ont déjà envoyé des petits messages. En français, on dit le métavers. C'est comme l'univers, en fait. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on va résister sur une version française. Donc, dans le métavers, on va en parler aujourd'hui et on va en parler de plusieurs façons. Alors, j'aimerais en fait, Christophe, que tu reviennes avec nous parce que finalement, on a travaillé en fait ensemble sur des questions d'avatar et de voix de synthèse. Et je dirais que c'était le vers finalement une façon de faire vivre un univers pluridimensionnel, un univers virtuel des marques pluridimensionnel avec la multiplication des supports de communication. En fait, on a évoqué, on va dire, dans un premier temps sur l'identité sonore, la notion de puissance. Et on a évoqué aussi, on va dire, que les marques sont dans une volonté assez permanente d'innovation. Qui dit innovation aussi technologique. Donc, quand on dit innovation technologique, c'est vrai qu'il y a deux applications potentielles là-dessus qui sont assez intéressantes à évoquer. La première concerne le développement des avatars. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette volonté, on va dire, d'innovation, il y a eu une vraie mutation assez récente qui est liée à plusieurs facteurs, mais en gros, il y a eu une multiplication d'un côté des supports de communication et de l'autre, le développement d'un monde parallèle un peu plus virtuel. Il faut savoir que la Gen Z, comme on l'appelle, est très sensible au gaming. Et en fait, résultat, les marques de luxe ont commencé sérieusement à s'intéresser à ces notions d'avatar et aux voix de synthèse. Alors, les avatars, ça peut revêtir quelle forme? Ça peut être les avatars dans le métaverse, comme on l'a évoqué là, des avatars de personnages. Et puis, ça peut être aussi des avatars de produits. Par exemple, la maison Gucci a vendu des baskets qui pouvaient être portées exclusivement dans des mondes virtuels. Donc ça, c'est quand même une tendance qui est assez étonnante et nouvelle. À titre d'exemple également, on peut citer Vuitton qui a lancé une connexion exclusivement dans League of Legends. Et toute la collection est partie en moins d'une heure. Donc c'est quand même, on voit effectivement que là, clairement, il se passe quelque chose. Il y a une vraie mutation par rapport à ça. Ça, c'est le premier, je dirais, moi, c'est le premier sujet que je voulais évoquer. Alors, on est encore dans un monde qui se construit, le métaverse, le Web 3.0. Les applications, elles sont encore
en devenir. Mais c'est intéressant quand même de remarquer que, encore une fois, c'est les marques de luxe qui ont été assez pionnières là-dessus et qui ont décidé d'investir de manière significative ces nouveaux secteurs, en fait. Et Tout à puis, fait. Alors, je vais rebondir. C'est hyper intéressant tout ce qui se passe dans le métaverse, c'est-à-dire qu'effectivement, les marques de luxe sont les premières qui sont entrées d'ailleurs dans le gaming. Elles sont entrées dans des univers constitués de jeux où en fait elles ont fait des collections particulières, où elles ont pu co-organiser des concerts. Et en fait, dans ces univers-là, et là, je vais appeler avec nous Dia Eliakoubi, qui est CEO de Monnier Paris, pour venir en fait raconter finalement comment, parce que alors vous avez, vous êtes finalement le leader du e-commerce d'accessoires de luxe, 140 marques si je ne me trompe pas, et vous avez très fortement investi dans le Web3. Ce que vous appelez, c'est une notion intéressante, le retailtainment. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est une conviction profonde et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui apparaissent là, que ce soit le gaming, les avatars, le métaverse, mais il y a une certitude, c'est qu'on est en train d'aller de plus en plus vers un shopping qui va être basé sur le retailtainment. C'est-à-dire on est dans une génération Gen Z dont Christophe a parlé, c'est-à-dire 15-25 ans, qui sont nés avec les réseaux sociaux, qui sont nés avec Spotify, qui sont nés avec tous ces outils qui sont aujourd'hui totalement familiers et qui sont natifs pour eux. Donc, cette interaction, cette créativité, cette capacité à interagir sur un certain nombre de produits est naturelle pour eux. Et ils ne vont pas acheter et ils ne vont pas consommer la création de la même façon que leurs grands frères ou leurs parents. Donc, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de création. Et donc, dans leur processus de shopping, parce que c'est le sujet évidemment qui nous intéresse, nous, en tant que Monnier Paris, c'est vraiment ce besoin d'être surpris, d'être interpellé, de participer en fait à un grand jeu, à de l'événementiel d'une certaine manière, pour pouvoir consommer, pour pouvoir être interpellé. Et c'est pour ça qu'on considère qu'on rentre de plus en plus dans un monde de retailtainment, de gamification. Et j'aime beaucoup le parallèle dont on a parlé tout à l'heure du pop, du street art, et le fait que les marques de luxe se sont emparées les premières de ces univers et de cette culture forte qui a été le pop et le rap et le hip-hop. On est en train de vivre la même chose avec la gamification, c'est-à-dire cette jeune génération est en train d'introduire la gamification dans cette culture finalement à la fois du luxe et à la fois d'achat. Et on le voit de plus en plus parce que les marques commencent à s'intéresser à tous ces sujets, que ce soit les partenariats qu'ils font avec Minecraft, avec Roblox, avec toutes ces sociétés de gaming et la montée en puissance de plus en plus de ces métaverses. Donc, il y a 2 semaines, nous avons fait la Fashion Week, la première Fashion Week virtuelle sur Decentraland. On était très surpris de voir… toutes les marques ne sont pas venues parce que ça reste… Il y a les marques qui sont très, très avant-garde et qui ont cette culture de la prise de risque et de l'innovation, que ce soit Gucci, que ce soit Vuitton, que ce soit même Dolce & Gabbana, parce que un des défilés qui a été le plus important, c'était celui de Dolce & Gabbana, qui ont même créé des collections pour digital, qui se sont vendues d'abord dans le digital et qui aujourd'hui sont en train d'être créées dans le monde physique. Donc, il y a ce jeu qui va se mettre en place et qui va se superposer entre le monde virtuel et le monde réel. C'est vrai que ça peut faire peur, ça peut un peu… pardon, la vidéo s'est enlevée. Ça peut interpeller, mais en même temps, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des maisons de luxe ont des collections street de plus en plus présentes, de plus en plus imposantes. Et demain, je pense que les avatars et les collections digitales et des produits qui vont être dans cette gamification vont apparaître de plus en plus. Et peut-être même demain,
les programmes de loyalty, ça sera plus des programmes classiques, mais ça sera du play and earn, c'est-à-dire plus vous allez jouer, plus vous allez participer dans ces communautés de jeux, de retailtainment, et plus vous allez avoir des points qui vont vous permettre de gagner peut-être des NFT dans le monde virtuel, soit gagner des produits réels. Voilà, donc il y a une démultiplication des possibilités. Et si on revient pas en arrière sur la création, je pense que c'est un univers qui va donner un potentiel de création hors norme, hors du commun. Comme on l'a vu avec l'arrivée des médias sociaux, avec l'arrivée de toute cette communauté, cette génération de créatifs qui ont créé des produits sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur de plus en plus TikTok, et on va assister à la même chose, c'est-à-dire un monde de créativité porté par cette philosophie de Web3, c'est-à-dire la création reste la propriété du créateur. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, à la fois, aujourd'hui, ça nous paraît tous un peu, on a fait, alors j'imagine, la plupart des gens qui sont ici ont fait un tour dans la Fashion Week sur Decentraland avec un côté à la fois amusé et puis parfois on s'y retrouvait entièrement seul. Enfin, donc c'est des expériences qui restent finalement aujourd'hui un peu expérimentales. Il y a un peu la question du matériel parce que finalement, pour vivre pleinement l'expérience d'immersion, il y a la question des lunettes 3D, etc. Et aujourd'hui, je reviens vers vous, mais le professeur Scott Galloway, professeur d'économie un peu prospectiviste aux États-Unis, très connu, dit finalement le premier des métavers, en fait, celui qui marche déjà, cet univers de création qui marche déjà profondément, dans lequel on déjà c'est l'univers audio. Parce qu'en vrai, on vit, là vous voyez les écouteurs, mais on vit déjà pratiquement tous une bonne partie de la journée avec des écouteurs, c'est-à-dire qu'on vit déjà dans un univers en plusieurs dimensions où l'audio est toujours très présent et où le matériel dédié à l'audio est en fait un matériel qui fait partie de nos vies. On dit finalement le métavers, le son spatialisé, la vie en plusieurs dimensions avec toujours cet accompagnement sonore, c'est la première expérience en fait de métavers que l'on a déjà. Et ça va être probablement un point aussi important vous parliez d'un nouvel univers de création. Aujourd'hui, il est extrêmement visuel, quelque part, le métavers, mais en fait, on sent que dans cet univers, il va falloir que des voix de l'humain, des récits, en fait, des narrations viennent accompagner, créer du lien, viennent donner du sens aussi, au-delà de ce qu'on voit et pour passer d'un objet à un autre ou d'un lieu ou d'un univers à un autre. Et donc, ça se développe. Alors, en l'occurrence, on vous a montré tout à l'heure les images du défilé Balenciaga avec l'utilisation d'une voix de synthèse qui sonne comme une voix de synthèse. Et ça, c'est un peu la nouvelle génération de ce que nous, on observe, qui est, au départ, on a utilisé des voix de synthèse que nous, on appelle des VOXA, qui sont des intelligences artificielles, et il fallait qu'elles soient le plus proches possible des humains. Dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais c'était des VOXA qui parlaient. En fait, elles avaient tout à fait la voix d'humain. Ce qu'on va voir se développer probablement dans ce nouvel univers qui s'ouvre, c'est qu'il y aura ces VOXA, et puis il y aura aussi des VOXA qui seront des personnages, des avatars qui appartiendront à ce monde onirique et ce monde créatif, en fait, des métavers pour incarner soit des objets d'ailleurs, soit des narrations, soit des narrateurs en fait de ces univers. Donc aujourd'hui, on a un mélange qui commence à se faire entre l'univers visuel et l'univers audio, en fait, auditif qui va aller… Alors, ce que je veux bien vous entendre d'ailleurs, Dia et Christophe, sur ce que, et l'un et l'autre, vous avez évoqué le fait qu'en fait, il va y avoir en vrai des univers multisensoriels et que c'est ça qui va devenir notre nouvel univers de marque, sera un univers multisensoriel. Moi, ce que j'entends par l'expérience multisensorielle, c'est ça consiste à mettre en valeur tous les sens du consommateur dans une même expérience à l'instant T. Et l'exemple pour moi le plus significatif, c'est ce que j'ai essayé de donner comme exemple quand on a discuté en amont à Cecilia, c'est typique, je rentre dans un magasin Sephora pour faire une séance de make-up, je choisis mes sons préférés en playlist dans le magasin, j'en profite pour faire quelques petites démos parfums. Je peux d'ailleurs imaginer avoir un QR code pour une playlist qui sera en édition limitée avec un produit que je vais acheter.
On peut imaginer également qu'il y aura des écrans géants, enfin on peut imaginer, il y a des écrans géants dans les magasins qui diffusent du contenu de marque et puis qui diffusent aussi des clips, mais pourquoi pas imaginer aussi que les contenus visuels qui seraient diffusés, on donnerait la latitude aux consommateurs de pourquoi pas choisir ses musiques préférées en illustration sonore. Et puis si on pousse encore le bouchon, pourquoi pas imaginer, on va dire, dans ce même endroit, un dîner pour les clients qui seraient triés sur le volet, dans ce même magasin, et ce dîner sera orchestré par un chef étoilé. Voilà ce que j'appelle moi un exemple d'expérience multisensorielle. Alors je suis allé un peu loin évidemment dans l'expérience en tant que telle, mais au moins c'est un exemple pour moi qui est assez significatif. Et peut-être que vous connaissez le restaurant Ultraviolet à Shanghai, qui est justement complètement multisensoriel. Exactement, c'est un bon exemple. Et c'est vrai que le multisensoriel va aussi bien dans le sens, mais aussi dans cette notion digitale, sensorielle digitale, à savoir l'interaction. Et je pense que c'est aussi, on rentre dans une nouvelle ère où l'interaction avec les produits qu'on va avoir en face, mais aussi avec les autres, on va dire players ou personnes qui vont être en face, que ce soit les avatars de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou des avatars de marques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est cette multiplication des dimensions qui est intéressante. Et c'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu, mais en même temps, on voit que quand on multiplie les dimensions, ça crée toujours plus d'émotions, plus de puissance, on va dire, d'interaction. Et ça, c'est assez fascinant. Je prends moi juste l'exemple de TikTok, comment il a complètement révolutionné un peu les médias sociaux, parce que d'abord, il a apporté la vidéo, et puis ils ont rajouté la couche musique. Voilà. Et aussi, là, un peu petit à petit, l'interaction avec l'audience. Ce qui a complètement changé et démultiplié la puissance de ce réseau social. Et on parle des majors, je prends toujours le business case d'Universal, qui a complètement changé son business model et qui a explosé en termes de valorisation dès lors où elle a mis en place son catalogue pour le mettre au service de ses plateformes et ses réseaux sociaux. Et il y a 20 ans, Universal Music était à la peine, et aujourd'hui, c'est une des plus belles des transformations en termes d'industrie, parce qu'ils ont su saisir justement ces nouvelles innovations pour pouvoir apporter ce catalogue et cette couche musicale et sensorielle pour pouvoir amplifier l'émotion et l'interaction qu'il va y avoir avec ces nouveaux consommateurs. Alors, une petite remarque, ils sont encore en discussion, en fait, les major compagnies avec TikTok. Hein. Notamment, on ne va pas l'évoquer là, on l'a déjà évoqué suffisamment sur les questions de droit, en fait. Hein. C'est un sujet. C'est un sujet très important, et d'ailleurs c'est un sujet où, et on va parce qu'on pourrait parler encore très longtemps, mais on a déjà un peu dépassé sur l'horaire qui était prévu. Ce qu'on retiendra, c'est que effectivement, alors il y a bien sûr la mémorisation, la brand préférence, tout ça, on a à la fois des chiffres qui le démontrent et des expériences qui viennent l'asseoir et se développer. Le besoin pour des questions justement dans un monde très saturé, de retrouver des émotions et du lien dans un monde très digitalisé aussi. Donc d'autant plus besoin de cet audio qui crée ce lien, de cette création. Et il y a aussi bien sûr la question des droits, finalement, la création propre. Et je dirais sur les droits, il y a aussi les voix de synthèse qui permettent en fait d'avoir des voix propriétaires. Et c'est intéressant aujourd'hui pour les marques de se dire qu'elles vont avoir une voix qui les incarne, une voix qui pourra parler dans toutes les langues, la même voix, et qui sera une voix propriétaire. Donc il y a de gros enjeux autour de ces voxa personnalisés. Et puis il y a toute la dimension podcast que racontait Nawel, et comment à partir de l'audio first, en fait l'audio devient le fil conducteur, et puis en fait on démultiplie l'expérience, on l'élargit, on accroît son impact, et jusqu'au métavers où en fait là c'est finalement le croisement des sens et du gaming, et qui fait qu'on obtient en fait des nouvelles expériences de retail, de retailtainment, le mot à retenir, où l'audio joue un rôle important parce qu'il vient aussi en repère émotionnel dans cette balade plurisensorielle dans le métaverse. Donc c'est un monde qui est en train de se redévelopper, de se développer. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par quelles sont les tendances actuellement? Quelles catégories font le plein? Je vois une question de communauté luxe. Vous parlez de catégories d'audio, de catégories de podcast? Oui, catégorie de podcast sur le luxe.
Nawal, tu veux répondre? Alors, spécifiquement sur le luxe, alors, on parlerait plutôt de format. Donc, ce qu'on va retrouver principalement, parce que c'est on va dire le plus accessible et qui a plus de sens pour les marques, ça va être notamment la partie talks. Et puis après, on en a un deuxième, et on l'a vu dans les exemples que vous avez montrés, qui va être toute la partie storytelling. Donc là, c'est plutôt voix off, connu ou pas connu, sound design, habillage, musique, etc. Et là, on emporte, on raconte l'histoire de la marque, les origines, les codes, etc. Donc, on a vraiment deux pans qui sont distincts. La partie talks où on échange conversationnel, et puis une partie vraiment storytelling où l'auditeur est un peu plus en distance et il va être immergé dans une histoire. Et après, si c'est global sur les podcasts d'une manière plus générique, ce qui fait le plein, entre guillemets, comme le dit Community Luxe, ça va être la partie actualité, tout ce qui est très très court. Le snacking fonctionne très bien, un peu à le saviez-vous. En 3 minutes, on vous donne une information. Et puis, bien évidemment, toute la partie conversationnelle, le médium de l'intime, où là, on va aller traiter des sujets assez sensibles et on va partir à la rencontre d'individus. Voilà en résumé. Merci beaucoup, Nawal. Merci à tous les intervenants et à tous les participants d'avoir passé ce moment tous ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'audio? Alors, sachez évidemment qu'on est à votre disposition chez ETX pour continuer à vous accompagner, répondre à vos questions. Si vous voulez prolonger cette discussion, qu'on fait régulièrement des webinaires parce qu'on considère en fait que sur l'audio, tout s'invente. On est dans une période extrêmement faste, extrêmement riche et que, en fait, c'est un moment de grand partage d'ailleurs entre les acteurs de l'audio. Et donc, le webinaire est pour nous un moment d'échange et de discussion, de partage en fait d'expériences avec des experts et notre communauté. Donc, vous n'hésitez pas en fait à nous écrire et on fait régulièrement des webinaires et on sera très heureux de vous retrouver pour les prochains chapitres qui seront pour d'ailleurs probablement un développement aussi sur les Voxa et le métaverse plus spécifiquement. Je vous souhaite une très très bonne journée si on n'a pas d'autres questions et je vous dis à très très bientôt.